Salut Plisken. Bienvenue à Los Angeles. Fais comme chez toi. Qu'est-ce que t'as à dire, Plisken? Appelez-moi Snake. 1997 est l'année de la rumeur, une rumeur qui vient d'on ne sait où. Une vilaine rumeur qui dit que John Carpenter est malade, très malade, voire même aurait un cancer. Pour certains, c'est un cancer généralisé qui l'empêcherait de terminer le film que nous, fans, attendons depuis plus de 15 ans, la suite de New York 1997. Bon, j'ai chaud à la tête, j'enlève la casquette. Alors, raconte-moi comment tu as fait. Allez droit au but. Quoi? Vous avez besoin de moi pour quelque chose, qu'est-ce que c'est? Sur les photos de tournage, le cinéaste est amaigri, fatigué, cela ne nous rassure pas. Et à Deauville, quand il vient faire les interviews, le réalisateur fait la promotion du film et elle est vraiment fatigué, mais il se prête quand même au jeu parce qu'il est un professionnel. Et puis le film sort enfin, c'est déjà un échec au box-office américain. Nous sommes le 13 novembre 1997, Snake est de retour. Et moi, je suis pas un cas de force majeure, allez vous faire foutre, je pars à Hollywood. Si vous allez à Los Angeles, rapportez la boîte noire. En 1985, Coleman Luck écrit le script de la suite de New York 1997, mais John Carpenter le trouve trop léger. C'est une préquelle en fait qui se passe avant et qui est très kitsch d'après lui-même. Il faudra donc attendre 15 ans pour que le trio John Carpenter, Kurt Russell et Debra Hill se reforme pour donner la suite aux aventures du héros le plus cynique, asocial et destroy des années 80. Depuis 1981, Snake Plissken est devenu un personnage extrêmement culte. Il lui fallait une histoire qui colle à son charisme, une histoire forte qui soit au-dessus de l'original. C'est Russell qui insiste, Carpenter fera pour la première fois une suite à l'un de ses propres films. Big John lui-même a quitté Los Angeles pour s'exiler à Point Reyes, où il a tourné The Fog et le village des damnés. La liberté. En Amérique, il y a longtemps qu'elle est morte. Nos trois loustiques donc, Carpenter, Russell et Hill vont faire un contre-pied aux attentes et écrire une aventure en tout point similaire à celle vécue à New York par l'anti-héros. Même histoire mais pas même lieu, cette fois c'est Los Angeles qui est visé, la ville des anges et de tous ses démons intérieurs, et ne l'oublions pas, c'est aussi et surtout la ville du cinéma des majors. Un scénario tellement cynique et désinvolte que le spectateur assiste avec jubilation ou pas aux aventures de Plissken. La critique américaine, elle, n'y aura rien compris, dans le reste du monde non plus. Bon, j'en ai entendu assez. Expliquer à ce fantassin pourquoi il va faire à la lettre ce qu'on va lui demander. Le script va nous plonger donc dans différents univers en suivant les pérégrinations du héros. Il passe par tous les genres, l'humour, l'action et même le surf. En fait, tout ce qui fait Los Angeles en matière d'histoire ou de simple tourisme y est montré avec des symboles de la mort, car Snake y risque sa vie à chaque fois. Dans le premier épisode des aventures de Snake Plissken, New York était une ville prison. Maintenant, dans ce deuxième opus, la ville de Los Angeles est la seule terre de liberté. C'est juste après le tremblement de terre, le croque-mitaine des habitants là-bas et les émeutes de janvier 1994 que Kurt Russell va demander à John Carpenter de travailler une suite du seul film dont il aimerait reprendre le rôle. 6 mois après, les deux amis donc et Debra Hill se retrouvent afin de discuter pendant de longues heures du tremblement de terre et comment ils en avaient été affectés. Carpenter commence donc alors à rédiger un scénario et les deux autres y ajoutèrent leurs idées, leurs petites scènes pour enfin parvenir au scénario définitif qu'est Los Angeles 2013. Pour Carpenter, le fascisme est déjà aux portes des États-Unis. Pour lui, la plupart des Américains, et cela se voit de la pire des façons aujourd'hui, même en France, préfèrent abandonner leur liberté pour l'ordre, avoir des choses inutiles facilement, que tout soit lisse, que tout soit propre. C'est donc un pamphlet politique et fun et décomplexé, le réalisateur étant persuadé que la noirceur et le premier degré dérouteraient le spectateur des années 90. Je vais vous donner une chance, connard. On va jouer suivant les règles du petit Bangkok. Il n'y a qu'à voir la scène avec des enfants, un tueur, pour ne pas avoir le sang qui se glace. Il tue beaucoup de monde à coups de Uzi. Dommage, il semble que le second degré ne soit pas passé non plus. Les Américains et le reste, encore une fois, du monde n'aiment apparemment pas la pilule que Big John essaie de leur faire avaler. Se voir dans un miroir n'est pas toujours facile. Personne ne tire tant que ça n'a pas touché le sol.
Les prises de vue commencèrent le 11 décembre 1995 jusqu'en mars 1996 pour un budget avoisinant les 50 millions de dollars pour un box-office de 25 millions et des poussières. Un bid total avec un salaire de 5 millions pour Big John et un pourcentage sur les recettes de 20% à se partager bien sûr, mais qu'ils n'auront bien sûr pas. Independence Day sera préféré à ce film, c'est un monde de merde, je vous l'avais dit. Tu as peut-être survécu à Cleveland. Tu t'es peut-être évadé de New York. Mais ici on est à Los Angeles, vato. Le tournage s'effectuera sur pas moins de 70 nuits. Plusieurs décors ravagés par le tremblement de terre à l'époque furent utilisés par l'équipe, comme le stade du Coliseum ou l'hôtel Biltmore. L'équipe construisit aussi une réplique de Sunset Boulevard qui couvrait 1200 mètres de long. C'est le grand Laurence G. Paul qui est en charge des décors et responsable de ceux de grands films comme le Blade Runner de Ridley Scott, À la poursuite du diamant vert de Robert Zemeckis, Predator 2 de Stephen Hopkins ou Les aventures d'un homme invisible de Big John. Tous les plus grands lieux touristiques de Los Angeles y seront donc mis en mode apocalypse. C'est lui, Snake Plissken. Kurt Russell, lui, fouillera son placard pour y récupérer son costume de Snake Plissken du premier film qu'il avait gardé. Le personnage, lui, n'a pas changé. Son costume et la situation politique non plus. Les politiques sont désormais des ultra-conservateurs, des fondamentalistes chrétiens qui amènent un ordre nouveau, celui de la non-liberté. Pas de cigarettes, pas d'alcool, pas de drogue, pas de femmes. À moins, bien sûr, d'être marié. Pas d'armes, pas de langage grossier, pas de viande rouge. Los Angeles devient alors le symbole de la résurrection de tous ces privilèges perdus. Plissken y croisera plus d'un personnage loufoque. Map to the Star Eddie, ou Eddie l'ami des stars en français, arnaqueur en tout genre, est toujours placé du côté de celui qui gagne. Le chirurgien de Beverly Hills, le plus allumé de tous les timbrés, qui sort directement de l'imagination de Debra Hill et des films de série Z. Talisma, jeune et jolie fille qui pense être heureuse dans la vie de la liberté, qui peut tuer n'importe quand. Pipeline, qui appartient au gang des surfeurs. Hershey, bien sûr, alias Carjack Malone, ancien compagnon de Snake, devenu femme considérée elle-même comme la plus bandante de Los Angeles, et bien sûr les ombres de Saigon, travaillant avec Hershey, mystérieux comme le nom qu'il porte. Comme d'habitude, John va s'entourer de ses fidèles collaborateurs, en commençant bien sûr par le grand Garibay Kibé à la photographie, et qui va drastiquement changer le ton de la couleur bleue du premier film en orange sur celui-ci, qui sera même gardé sur les affiches. Edward A. Wartiska est au montage, et avec Big John, ils vont avoir 15 jours pour décider de comment monter le film, quoi garder et quoi enlever. C'est trop peu. Et Robin Michel Bush, bien sûr, au costume, et Jeff Imada aux cascades. Les Santa Anas. Les vents de la nuit. Mais de quoi est-ce que tu parles? La mort qui vient d'en haut. C'est Kurt Russell lui-même qui aurait l'idée du fabuleux plan de fin. Après l'avoir tourné, il va demander à Carpenter finalement de couper la scène, mais le cinéaste refusera, pensant qu'il était intéressant de voir la réponse du public face à un plan inhabituel et le fait de casser le 4e mur, puisque Plissken nous parle à nous. Bienvenue parmi les humains. C'est la première fois que Carpenter peut aussi filmer un cheval lors de la course-poursuite avec la moto, lui qui adore tant les westerns et qui rêve d'en filmer un. Il est cette fois évident que c'est un hommage vibrant au genre qui a été tourné. La poursuite en moto donc en cheval, le duel des pistoleros font de Los Angeles un vrai western futuriste. La scène du basketball, qui fut une des plus dures à tourner à cause de la basse température et les bottes de Snake qui rendaient le terrain très glissant pour l'acteur. Et c'est dans la salle de montage que Carpenter dut faire de nombreuses coupes puisque le film atteignait la durée de 3 heures. Et ce qui fâche le plus, parce que bien sûr c'est ce qu'il y a de plus raté dans ce film, les effets spéciaux du film qui ont été réalisés par Buena Vista Visual Effect, on leur dit pas bravo et donne sans conteste un format très kitsch à ce film. Kimberly Kahn Nelson supervise les effets, Marthe Brestin en est le coordinateur et c'est Michael Leza qui en est le directeur. Qui sont ces gens?
Des ratés de la chirurgie. Les maquillages, eux, par contre, comme chez le chirurgien de Beverly Hills, sont parfaits. Ils sont réalisés par le grand Rick Baker, plusieurs fois, bien sûr, oscarisé pour son travail sur des films comme Le Loup-garou de Londres de John Landis ou Le Man in Black de Barry Sonnenfeld. Accroche-toi, Snake. Des séquences sont carrément détestées alors que justement il faut les prendre comme elles sont. La vague de Wilshire Boulevard symbolise à elle seule, malgré les nombreuses critiques, le délire et surtout le détachement qu'a John Carpenter envers l'industrie. C'est pas vrai, tu te fous de moi. Même les matte paintings, pourtant très beaux, ne font pas illusion ici, mais c'est vrai que James Cameron n'est pas là. Il y a eu effectivement beaucoup donc de scènes coupées au montage de Los Angeles 2013, puisque nous avons 1h40 de métrage sur 3 heures de tournée. Au début du film, l'arrestation de Snake dans une ruelle, par exemple, à peine arrivé à Los Angeles, ou Snake qui se bat aux côtés de cow-boys noirs qui donnent l'assaut à un groupe du Ku Klux Klan. Le combat contre le chirurgien de Beverly Hills était beaucoup plus long et se terminait par la mort de ce dernier. Nous attendons bien sûr toujours le fameux Director's Cut dont Carpenter parlait pour la sortie VHS et Laserdisc à l'époque, mais vu le succès du film, je pense qu'il ne faut pas rêver. L'extinction du tiers-monde. Vous gagnez, ils perdent. L'extinction de l'Amérique. Vous perdez, ils gagnent. Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes. Le cinéaste, comme toujours, travaille avec les mêmes personnes. Seuls les acteurs changent, mais il y en a un qui reste quand même très souvent et c'est Kurt Russell. Il a beaucoup évolué depuis Jack Burton. C'est sa 5e participation à un film de Carpenter, si l'on compte Elvis. Et il fait maintenant partie des acteurs à succès avec sa participation dans de nombreux films, tels que Backdraft de Ron Howard, Tombstone de George Opan Cosmatos, Stargate de Roland Emmerich, Tango et Cash d'Andrei Konchalovsky ou Executive Decision, Ultime décision en français, de Stuart Baird. Vous vous êtes imaginé que vous alliez me l'injecter, que je ferais tout ce que vous vouliez comme à New York? Lequel d'entre vous, connard, accepte de mourir pour me l'injecter? Plisken reprend donc une nouvelle mission, encore une fois par obligation. On va lui injecter un poison dans le sang et il doit retrouver la mallette et tuer la fille du président en 10 heures. Il ne doit pas la sauver. Tu n'as pas compris. Il est déjà en toi. Nul doute que cet anti-héros génialissime se sortira de ce guêpier, bien sûr, avec un bon gros doigt d'honneur à la planète et à nous-mêmes. Tu appuies sur ce bouton. Et tout ce qui a été accompli depuis les 500 dernières années sera anéanti. Entre New York 1997 et Los Angeles 2013, Jack Burton est passé par là, personnage parodique s'il en est, et c'est peut-être pour cela que le Snake de 2013 joue à être Snake sans l'être vraiment, sans militantisme aucun. Appelez-moi Plisken. Un homme comme son miroir de réalisateur, résigné depuis longtemps et certainement désabusé, mais qui tient toujours à la vie. Il a réussi. Il a éteint la Terre. La scène donc du basketball fut très compliquée pour Kurt Russell à tourner, le froid rendant le terrain très glissant. Ici, co-scénariste et coproducteur, il s'implique à fond physiquement et humainement, mais Russell le dit lui-même, il s'implique toujours d'une manière ou d'une autre dans tous ses films. Plus les choses changent et plus elles restent les mêmes. Et qu'est-ce que vous comptez faire? Disparaître. Snake finira par éteindre la planète et effacer la technologie si importante aux yeux des gens de l'équation. On repart à zéro, voyons qui va survivre. L'on aurait pu penser qu'entre les deux films, le personnage ait pu changer, mais non. C'est l'idée maîtresse du point de vue du réalisateur, je n'ai pas changé, le personnage non plus. Il est doublé ici par Philippe Vincent, qui fait la voix de Kurt Russell depuis Backdraft, et aussi celle de Val Kilmer ou James Woods. Notre technologie, notre mode de vie, toute notre histoire. Nous devons tout recommencer. Stacy Keach est bien sûr surtout connu pour le Mike Hammer de la série télévisée du même nom. Il a participé à des films comme Les Duellistes de Ridley Scott, Le Gang des Frères James de Walter Hill, Class of 1999 de Mark Lester, American History X de Tony Kaye et tant d'autres. Du virus Plutoxine 7. On éclate. On se vide de son sang comme un porc. Il est ici le commandant Malloy et il va piéger et envoyer Snake sur la seule terre de liberté, certes dangereuse, qu'est Los Angeles. Il a déjà tourné avec Carpenter sur Body Bags et reste la plupart du temps devant ses écrans dans le film, comme le personnage de Lee Van Cleef dans le premier film.
Super chouette, hein. Steve Buscemi est le type même de l'acteur excentrique qui ne s'arrête jamais. Nous avons pu le voir dans presque tous les films des frères Coen depuis Miller's Crossing, Reservoir Dogs et Pulp Fiction de Quentin Tarantino. Sa filmographie tant cinéma que télévisuelle est absolument démentielle et n'a pas à rougir. Mais j'ai jamais pensé voir Snake Plissken se balader sur Sunset Boulevard. Ça me fait plaisir de te rencontrer. Eddie, l'ami des stars. Ici, il est donc Map to the Star Eddie, ou Eddie, l'ami des stars en français, vendant des cartes de la ville et arnaquant tout le monde au passage. Il suit le Snake avec des intentions pas très positives. C'est un opportuniste que Buscemi joue admirablement bien. Philippe Pétieux est sa voix ici, qui double notamment Danny DeVito. Tsunami, Snake. Tsunami. On va se faire un surf de première bourre. Peter Fonda est bien sûr le fils d'Henry Fonda, grande figure de la contre-culture. C'est Easy Rider qui va lui donner le statut de star, qu'il a produit, coécrit et joué dedans. Bon alors, laisse la vague de crête te porter. Ne monte pas sur ta planche tant que t'es pas au sommet. Je vais rencontrer moi l'acteur lors d'une émission sur la première chaîne à l'époque qui s'appelait L'avenir du futur, avec le film Les Rescapés du futur de Richard T. Efron, la suite de Monde Ouest. Il tâtera de la réalisation et là aussi sa filmographie est assez folle. Il joue ici Pipeline, un surfeur qui va rouler sur une vague que certains considèrent comme un des moments les plus kitsch du film. C'est vrai qu'au niveau des trucages, c'est le cas. Salut. Mais ce n'est pas ce que j'en pense, cela fait bien partie pour moi du doigt d'honneur d'un réalisateur à une industrie. C'est le grand comédien de doublage Hervé Bellon qui double ici sa voix, la voix de Sam Shepard, de Sam Neill, de Steve Guttenberg ou de Rutger Hauer. Et tu es sur le point de découvrir que cette putain de ville peut tuer n'importe qui. Georges Corafas est né en France, il a joué à la Comédie Française et a passé plusieurs années dans la troupe de Peter Brook, ce qui n'est pas rien. Il joue au cinéma dans le rôle de Christophe Colomb, dans le film concurrent de celui de Ridley Scott, la même année. On le verra dans Le Mahabharata de Peter Brook, beaucoup de théâtre ou de téléfilms et bien sûr la série Alex Santana. Il a gagné, Cuervo. Tu ne peux pas le tuer. Il est ici Cuervo Jones, une sorte de Che Guevara local qui règne sur Los Angeles. J'ai eu la chance de le rencontrer quand je travaillais dans mon rayon et me signa le DVD très gentiment en m'expliquant que ce fut un tournage extrêmement cool, comme son réalisateur d'ailleurs. Il adorera tourner avec John Carpenter, l'humour de son réalisateur y étant très présent et le fait qu'il ne se prenne pas la tête. Ce seront certains dialogues ou son discours qui feront partie des scènes les plus coupées, voire carrément enlevées. C'est bien sûr lui-même qui se double en français. J'aimerais m'occuper de toi. Je te ferai du bien. Valeria Golino a joué dans Rain Man de Barry Levinson, Hot Shot 1 et 2 de Jim Abrahams, Indian Runner de Sean Penn, Living Las Vegas de Mike Figgis et plein d'autres films. Elle est ici Talisman qui va s'enfuir avec Snake pour lui expliquer que Los Angeles est le seul endroit de liberté, phrase qu'elle paiera dans la seconde. Non, lorsqu'on a compris comment ça fonctionne, l'endroit est pas si mal. Natasha Muller s'occupe de sa voix française. Cet endroit est un cauchemar. Cuervo est un tueur. Agi Langer est connu pour son rôle de Ryan, l'ami d'Angela dans la série My So-Called Life, Angela 15 ans, aux côtés de Claire Danes. Et Alice bien sûr dans le formidable Sous-sol de la peur de Wes Craven. Elle joue ici la fille du président qui va voler le secret du gouvernement de son père, qu'elle désapprouve pour se joindre à la rébellion de Cuervo. Ce secret est une arme ayant la possibilité de couper toute alimentation sur Terre. Éteindre la Terre donc littéralement. Elle va épouser en 2004 Charles Courtney, 19e comte de Devon, et devient la comtesse de Devon. Ils ont 2 enfants, une fille et un fils, et vit au château de Poderham. Elle est atteinte de fibromyalgie et réalise des levées de fonds pour développer la recherche sur ce syndrome. Qui êtes-vous? Je suis votre président. Mettez cette boîte noire dans ma main et vous êtes un homme libre. Pour le rôle du président, Donald Pleasence s'est un temps envisagé pour rejouer le président des États-Unis, mais la santé de l'acteur est malheureusement déclinante. Cliff Robertson va le remplacer et est inspiré du télé-évangéliste Pat Robertson. Oh, merci Dieu Tout-Puissant. Peut-être que c'est la réponse à tous nos problèmes. Il est un président complètement allumé et lâche comme pas deux, élu à vie, et ordonne un contrat pour faire tuer sa propre fille qui ne répond pas à ses critères politiques.
Il a à son actif un Oscar pour le film Charlie de Ralph Nelson. Il a travaillé avec Raoul Walsh, Samuel Fuller, Brian De Palma, Robert Aldrich et bien d'autres. Sa filmographie est donc impressionnante et compte pour nous Les 3 jours du Condor de Sidney Pollack, par exemple, Obsession de Brian De Palma, Le Brainstorm de Douglas Trumbull, dont je vais bientôt parler, et sera même l'oncle Ben dans les Spider-Man de Sam Raimi. C'est Jean Negroni qui officie sur sa voix, connu pour être la voix de Ben Kingsley. Tu es Jack Malone. Je ne le sais plus. Ah, vous vous connaissez? Pam Grier fut donc dans les années 70 une star de la blaxploitation. Elle a été en 1998 la star du Jackie Brown de Quentin Tarantino. On va le retrouver dans 2 films après, dans le Ghost of Mars de John Carpenter. Eh bien, plus les choses changent et plus elles restent les mêmes, hein, Jack. Heureux de voir que tu mets toujours ton flingue entre tes jambes. Elle est ici Hershey Las Palmas, ex-compagnon de Plisken devenu transsexuel, à la tête de tout un commando de tueurs asiatiques, dont Jeff Imada, coordinateur des cascades, et qui sont des spécialistes en raid aérien avec des deltaplanes. L'endroit n'arrête pas de changer de propriétaire. Ils ont fini par faire faillite. Ce truc à Paris les a tués. C'est Thierry Desroses, voix de Samuel Jackson, Wesley Snipes ou Cuba Gooding Jr., qui officie sur sa voix française. Qu'attendiez-vous? Rien, mais il a un look si rétro. Il est très 20e siècle. Le bon vieux temps. Michelle Forbes commence sa carrière aux côtés de Brad Pitt et David Duchovny dans le thriller de Dominique Sena, California. Elle fut remarquée dans le rôle de l'enseigne Darrow Laren dans la série de science-fiction Star Trek The Next Generation ou l'amiral Kane dans Battlestar Galactica de Ronald D. Moore. Homicide, 24, alias Prison Break, Lost, True Blood ou En Analyse font partie des séries qu'elle a illuminées. Elle est ici Brazen, le second de Malloy, et son doublage est de Laure Sabardin. Mon Dieu, ils sont vrais. Bruce Campbell est le héros de la célèbre trilogie horrifique et comique des Evil Dead de Sam Raimi, très ami avec ce dernier. Il incarne à la télévision Autolycus, le roi des voleurs, dans la série Hercule et Xena. Quel magnifique œil bleu. Dommage que tu n'en aies qu'un. Infirmière? Il incarne ici le chirurgien de Beverly Hills dans un hôpital digne du Fricks de Todd Browning. Le personnage est inventé par Debra Hill et la scène est tout en tension. Sûrement une des meilleures du film, avec ces monstres, ces personnages qui n'arrêtent pas de se faire opérer pour devenir des choses immondes à regarder. Et c'est donc Rick Baker qui en a fait tous les maquillages. Une commande à distance tout à fait ordinaire, oui. Tout le monde en a une chez lui, pas vrai? Leland Orser est test-tube, un petit rôle, il travaille pour Cuervo, il a joué dans de nombreux rôles, souvent victime, très souvent méchant. Alien, la résurrection de Jean-Pierre Jeunet, Bonne Collector de Philippe Noyce, Pearl Harbor de Michael Bay et dernièrement très bon dans la série American Gigolo. Il est doublé par le regretté Georges Caudron, la voix de David Duchovny. Prostituées, athées, fugitifs, nous jetons toutes nos ordures. Comme d'habitude, Peter Jason joue dans le film. Il est ici le sergent qui va accueillir Snake Plissken à la prison et lui expliquer ce qui va lui arriver. Alors il y a beaucoup de rumeurs comme quoi Isaac Hayes, le duc de New York dans 1997, fait ici un caméo aux côtés de Cuervo Jones dans la scène du stade de basket. Moi personnellement, je vois beaucoup de personnes, mais aucune qui lui ressemble vraiment. Quand Snake joue au basket et tente de s'enfuir, il incarnerait l'homme noir chauve avec des lunettes de soleil et une arme à feu qui lui ferme la porte au nez. Je suis pas sûr que ce soit lui. Je dis au président, mon père, tu sais ce qu'il y a là-dedans? En caméo, nous avons aussi Paul Bartel en membre du Congrès. Il est le réalisateur culte du film La course à la mort de l'an 2000 ou le Cannonball et a joué dans nombre de films invités par ses amis réalisateurs. De même, en skinhead, qui se fait dérouiller très rapidement, nous avons Robert Carradine, qui avait également joué dans Body Bags. Il est le fils de John Carradine et le frère de Keith Carradine. Il est par ailleurs également le demi-frère de David Carradine, notre kung-fu préféré. Et enfin, le petit orphelin auquel Snake fait un clin d'œil dans le couloir au début du film, lorsqu'il est escorté dans le vestiaire, est interprété par Wyatt, le propre fils de Kurt Russell et de Goldie Hawn. On reverra l'acteur dans Soldier de Paul W.S. Anderson, et bien sûr Falcon et le soldat de l'hiver, c'était lui, US agent.
La musique a été éditée sur 2 disques, le premier avec 14 chansons dont 7 non incluses dans le film, la deuxième contient la musique du film composée par Charlie Walker et John Carpenter. C'est leur deuxième collaboration après les aventures d'un homme invisible. C'est avec un grand plaisir que l'on retrouve le thème de New York réactualisé par Carpenter. Ce dernier a notamment composé tous les thèmes où Snake est très présent de façon western. La scène de l'uniforme, le duel et bien sûr le final. La musique de Walker, quant à elle, est très proche de ce qu'écrit le cinéaste, donc beaucoup de synthétiseurs avec de nombreux thèmes mélangés à des instruments qui rassemblent différents groupes ethniques. C'est pas la meilleure des musiques de Charlie Walker, mais elle est très efficace dans le film. Peut-être reverrons-nous Snake Plissken sur grand écran dans le prometteur Escape from Earth, on nous dit à l'époque, mais le peu de succès du second opus nous laisse dans le doute, et Ghost of Mars, qui devait être ce 3e volet, est devenu le film que l'on sait. Une série animée était en préparation et un jeu vidéo aussi, mais furent tous les deux annulés. Des comics vont sortir sur la période pré-New York de Snake Plissken. Tous les ans, on nous annonce plusieurs remakes, espérons que rien ne se fera. Le défaut du spectateur serait de regarder ce film autrement qu'au second degré, même si cette fois, c'est le fond qui prend le pas sur la forme. C'est clairement un film pour les fans du réalisateur. C'est l'ironie qui prime ici, au contraire d'un film comme Invasion Los Angeles, dont le message n'était pas si différent, mais qui lui s'amusait à dénoncer, alors qu'ici, c'est l'inverse. On dénonce, mais en s'amusant. Le divertissement avant tout, et même si la dénonciation reste, car encore une fois, c'est l'apologie du seul contre tous qui trône. Plissken et Carpenter et Plissken, l'homme est désabusé, son héros l'est donc aussi, c'est l'essence même du film, un « allez vous faire mettre » généralisé. Le cinéaste dit donc tout ce qu'il pense, mais en incluant l'amusement, il exprime la fin d'un combat pour la continuation de son œuvre, et toutes ses obsessions sont là, dans une guerre perdue d'avance. 48 ans, 18e film, et d'une maturité absolue, quoi que l'on en pense, et un final qui exprime tout cela en faisant un énorme bras d'honneur, et plus même à Hollywood, tout en y réalisant ce film pour une major, la Paramount. Plissken regarde le spectateur et lui parle. Plissken devient alors John Carpenter et nous déstabilise en effaçant tout le côté magique et imaginaire du cinéma. Le personnage n'est plus que quelqu'un de fantasmagorique puisqu'il existe et qui nous adresse la parole. Ces 2 minutes-là sont d'une apothéose et un film jouissif et relancent le débat sur la fin du cinéaste. Vampire nous prouvera qu'il en est tout autrement et que le cinéaste est vraiment devenu une légende et qu'il y en a encore sous le pied. Los Angeles 2013 est pour beaucoup le vilain petit canard de John Carpenter. Pour moi, il est plus que cela. Ce qui est bancal pour certains touche au génie pour d'autres. Je ne suis certes pas objectif, mais le pain dans la gueule que me donne le film à l'époque vaut bien un 5,5 sur 6. Ce n'est pas un chef-d'œuvre, certes, mais bordel de merde, on n'en était pas loin. Donc je sais que c'est un film qui est très clivant pour vous. C'est un film qui va avoir soit les pires insultes, soit les meilleures qualités possibles pour vous. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, on en débat, on en parle, il n'y a pas de souci. Je vous dis à très bientôt pour du très lourd. Pensez à vous abonner et activer la petite cloche. Bye bye.